Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Un accord à portée de main entre l'Iran et les États-Unis, l'ombre de la guerre en Iran sur la politique intérieure américaine, l'intelligence artificielle comme levier de puissance militaire, économique et politique. La pression contre la pression est un concept qui signifie que tout conflit mondial futur pourrait être tranché avant même le début de la véritable bataille. En effet, la puissance des États ne se mesure plus uniquement à leur armée, à leurs missiles ou à leur budget militaire, mais désormais à leur capacité à absorber les pressions, tout en étant capables d'exercer de leur côté une pression continue sur leurs adversaires. Chaque crise engendre ainsi des systèmes de pression opposés, tandis qu'un champ exerce une pression, l'autre tente soit de l'absorber, soit de la détourner, soit encore d'y résister jusqu'à ce que l'un des deux finisse par céder. Tel est le fondement du concept de pression contre pression. Depuis plus de 30 ans, j'ai travaillé dans des environnements où ces systèmes de pression s'affrontent directement, que ce soit dans des salles d'opération, des centres de gestion de crise ou même des studios de télévision. Une leçon revenait constamment, la pression révèle la vérité avant même que les responsables politiques ne l'admettent. Elle met toujours en lumière ce que les dirigeants cherchent à dissimuler. Les évaluations pression contre pression de cette semaine étaient claires. La pression exercée sur la Russie est en hausse, tandis que celle qui pèse sur l'Ukraine demeure stable. Parallèlement, alors que les pressions sur l'Iran s'intensifient, les États-Unis font face à une pression relativement stable. Les conflits modernes ne se décident plus uniquement par des avancées militaires. Ils se jouent désormais selon un autre critère, lequel des adversaires s'effondrera le premier, politiquement, économiquement ou psychologiquement. En Ukraine, la bataille est avant tout une bataille d'endurance. La Russie ne cherche pas seulement une victoire rapide, elle tente surtout d'épuiser l'Occident. Dès lors, la guerre n'est plus seulement une confrontation sur le terrain, mais une épreuve de capacité à durer. Et le conflit ne se limite plus seulement au territoire ukrainien. Il s'est étendu jusqu'au cœur de la Russie, où les mers entendent elles aussi les sirènes d'alerte. Dans le Golfe, la bataille porte principalement sur la gestion de l'escalade. En Iran, la pression ne se manifeste plus uniquement dans le domaine militaire, elle se ressent désormais dans les cuisines, dans les files d'attente, devant les magasins et à travers les écrans de téléphone devenus silencieux. Pendant ce temps, un unique passage maritime étroit dans le Golfe influence les prix du pétrole, l'inflation mondiale ainsi que la pression politique exercée sur les gouvernements, situé à des milliers de kilomètres, car dès lors que vous bloquez un détroit stratégique, vous devenez responsable des conséquences qui en découlent. C'est pourquoi il ne s'agit plus simplement de négociations de paix, mais de véritables négociations de pression. Par ailleurs, alors que l'IA accélère la propagation de ces guerres à un rythme inédit, elle complique également toute tentative humaine visant à ralentir cette accélération du conflit. Le danger ne réside plus seulement dans l'usage d'armes intelligentes, mais surtout dans la rapidité de l'escalade, particulièrement lorsque le contrôle humain diminue progressivement. La pression ne détruit pas les systèmes d'un seul coup, elle commence par cibler leurs points de faiblesse, puis la véritable bataille débute. Pressure does not destroy systems at all at once. It finds the weak point first. And that is where the real battle begins. Pour discuter de ces questions, nous recevons aujourd'hui le colonel Bill Putnam, retraité de l'armée américaine, fort de plus de 30 années d'expérience. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de commandement de haut niveau. Diplômé de la London School of Economics, il a également enseigné la sécurité nationale à la Kennedy School de l'université Harvard. Nous accueillons également Khaled Helloumi, analyste en renseignement sur les menaces cybernétiques et chercheur en sécurité de l'intelligence artificielle. Ses travaux portent notamment sur le rôle de l'IA dans la transformation des menaces cybernétiques et des guerres numériques. Comme à l'accoutumée avec nous, le chroniqueur Ryan Ekstrom, ancien conseiller du congressiste Joe Wilson et spécialiste des relations sino-américaines ainsi que des politiques de défense. Alors, bienvenue à tous. Commençons tout d'abord avec le correspondant de l'émission à la Maison-Blanche, Adel Dessouky. Bonjour Adel. Bonjour Marc. En effet, la poursuite de la guerre contre l'Iran continue de projeter son ombre lourde et coûteuse sur la scène politique intérieure américaine. Dans un climat de division croissante autour de la manière dont le président Trump
gère cette crise, ainsi que du coût économique, militaire et politique de cette confrontation. Alors que la Maison-Blanche affirme que les opérations militaires visent à protéger les intérêts américains et à empêcher l'Iran de menacer la sécurité régionale, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent à Washington pour considérer que cette guerre est en train de devenir un fardeau intérieur, susceptible d'avoir des répercussions sur les prochaines élections ainsi que sur l'image de l'administration américaine auprès de l'opinion publique. Par ailleurs, Marc, de récents sondages d'opinion ont révélé un recul du soutien populaire à la poursuite de l'escalade, notamment en raison de la hausse des prix du carburant et de l'entrée progressive de l'économie américaine dans une phase de ralentissement. Des divisions sont également apparues au sein du Congrès. Certains républicains appellent à maintenir la pression militaire sur l'Iran, tandis que des démocrates ainsi qu'un certain nombre de voix conservatrices réclament un recentrage sur les priorités intérieure et met en garde contre le risque d'un enlisement dans une guerre longue au Moyen-Orient. À l'inverse, Donald Trump tente de présenter l'affrontement avec l'Iran comme la preuve de la fermeté du leadership américain, estimant qu'une politique de dissuasion rigoureuse est indispensable pour empêcher les adversaires de Washington de tirer profit de ce qu'ils considèrent comme une période de faiblesse traversée par les États-Unis au cours des dernières années. Mais cette guerre n'a pas seulement des répercussions sur la politique intérieure américaine, elle affecte également les relations de Washington avec ses alliés, notamment après les critiques européennes et asiatiques concernant la gestion de la crise et les conséquences économiques qui ont touché les marchés de l'énergie et le commerce mondial. Des observateurs estiment que la poursuite de l'escalade pourrait accentuer davantage la polarisation de la vie politique américaine, en particulier à l'approche des échéances électorales où la guerre contre l'Iran devrait devenir l'un des principaux sujets d'affrontement entre républicains et démocrates, entre le discours de la puissance et les craintes d'un engagement prolongé et coûteux. Aujourd'hui, la guerre contre l'Iran apparaît ainsi comme un facteur majeur dans la recomposition du débat politique aux États-Unis et peut-être également dans la définition des orientations de la prochaine phase de la politique américaine. Thank you, Adel, for the report from the Trump White House. So let's start a discussion. Merci Adel. Nous ouvrons maintenant le débat avec vous, Bill. Partagez-vous l'idée selon laquelle les conflits modernes sont devenus autant des épreuves d'endurance que des affrontements militaires? I would make the argument that military conflict has always been about endurance. We just have to look at World War II. La guerre a toujours reposé sur la capacité d'endurance et il suffit de regarder la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni a tenu plus longtemps que l'Allemagne nazie jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis. Pendant la guerre froide également, de nombreuses guerres par procuration et mouvements insurrectionnels étaient fondés sur cette logique d'usure. Aujourd'hui cependant, nous entrons dans une période marquée par une compétition directe accrue entre les États, ce qui renforce encore davantage l'importance de la résilience et de la capacité à durer. Le rôle de l'intelligence artificielle est précisément d'accentuer cette dimension. Elle modifie le rythme des événements et la capacité des acteurs à soutenir un conflit prolongé, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient. Ryan, dans quelle mesure la pression géopolitique est-elle aujourd'hui devenue une pression économique et politique? Prenons l'exemple du détroit d'Ormuz. Il y a certes une campagne militaire, un blocus potentiel, la marine américaine face aux vedettes rapides iraniennes, mais il existe aussi une compétition politique. Les États-Unis et Israël auront des élections cet automne, tandis qu'en Iran, le pouvoir réprime sa population plutôt que de permettre une véritable compétition électorale. Alors, dans quelle mesure ces dimensions politiques influencent-elles les défis actuels? Bon, l'économie est probablement le facteur le plus déterminant. Lorsque l'on examine ce qui inquiète réellement les Américains concernant la menace iranienne, ce ne sont pas tant les vedettes rapides ou les drones iraniens, mais plutôt les conséquences économiques de cette guerre. Cela reflète la nature du système économique mondial actuel, marqué par une interdépendance bien plus forte qu'auparavant. C'est précisément cette interdépendance qui permet à des pays comme l'Iran, malgré des capacités militaires relativement limitées, d'exercer une influence économique disproportionnée par rapport à leur puissance réelle.
Le point essentiel est qu'en l'absence d'un véritable rival militaire capable d'égaler les États-Unis, la pression ressentie aujourd'hui est avant tout économique. Certains États comme la Russie, la Corée du Nord ou l'Iran semblent parfois mieux préparés à supporter ce type de pression, notamment parce qu'ils sont déjà relativement isolés du système international. Pour les États-Unis, en revanche, la dimension économique demeure centrale et cela se répercute inévitablement sur le plan politique. And Khaled, let's bring in now the challenges or the opportunities of artificial intelligence. Khaled, parlons maintenant des défis et des opportunités liées à l'IA. Bill a évoqué la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Ryan a parlé des pressions économiques. Comment l'intelligence artificielle s'inscrit-elle dans cette équation? Elle est désormais présente dans nos smartphones, dans notre manière de suivre les conflits. On voit circuler des vidéos de propagande extrêmement sophistiquées, souvent produites grâce à l'IA, y compris par des acteurs iraniens. Comment cela influence-t-il la pression exercée sur les gouvernements et la capacité des sociétés à absorber ces tensions? Merci Marc. Comme Bill l'a souligné, le concept central ici est celui de la résilience. Lorsqu'on parle de guerre et d'intelligence artificielle, dans le contexte iranien, il faut comprendre que les capacités offertes par l'IA dépassent désormais largement le cadre des guerres conventionnelles basées uniquement sur l'usage d'armes létales. Le gouvernement intègre aujourd'hui l'intelligence artificielle dans leur système moderne à travers des modèles avancés et des programmes menés par des entreprises comme Palantir Technologies, notamment dans des projets militaires tels que Maven, afin d'améliorer leurs capacités stratégiques. Mais au-delà du champ militaire classique, l'Iran démontre également des capacités importantes dans les domaines cybernétiques, cyberattaques, opérations numériques, offensives et usage de l'IA pour accroître l'efficacité et l'ampleur des opérations. Il ne s'agit pas forcément de scénarios spectaculaires, parfois relayés dans les médias, mais plutôt d'une capacité accrue à mener des opérations plus rapidement et à plus grande échelle. Very true. And now let's turn to the war ongoing right now between Russia and Ukraine, Bill Putnam. Très vrai. Passons maintenant à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bill, la Russie semble miser sur l'épuisement de l'unité occidentale. Le président Trump a récemment déclaré vouloir réduire fortement l'aide militaire américaine à l'Ukraine, poussant ainsi les pays européens et les membres de l'OTAN à accroître leur soutien militaire, logistique et technique à Kiev. Quel impact cela a-t-il sur le conflit actuel et sur la stratégie russe? Nous avons indiqué en introduction que la pression exercée sur la Russie augmente progressivement, tandis que celle pesant sur l'Ukraine reste relativement stable. Cette analyse vous paraît-elle juste? I think it's a fair analysis right now, but I think we also need to understand that when this war started over 4 years ago, oui, c'est une analyse relativement équilibrée. Lorsque la guerre a commencé il y a 4 ans, Vladimir Poutine pariait sur sa capacité à tenir plus longtemps que l'Occident. Il pensait que les pays occidentaux supporteraient difficilement plus de 2 ans de guerre à raison des coûts croissants et de l'épuisement des stocks stratégiques de munitions. Certains de ces signes apparaissent effectivement aujourd'hui. Poutine espérait aussi provoquer une forme de désolidarisation entre l'Europe et les États-Unis. 4 ans plus tard, on constate que l'économie russe rencontre des réelles difficultés, même si la hausse des prix et de l'énergie a temporairement atténué certains effets. Mais la logique stratégique demeure inchangée. Poutine continue d'avancer parce qu'il estime avoir engagé tout son capital politique dans cette guerre et qu'il doit obtenir un résultat qu'il pourra présenter à son peuple comme justifiant les sacrifices consentis. Son pari reste donc le même, affaiblir progressivement l'unité occidentale. That's the pressure that he's seeing internally, that he's trying to put on the West. Ryan Ekstrom, Ukraine is hitting Russia kind of deeper inside of the Russian. Ryan, l'Ukraine frappe désormais la Russie en profondeur sur son propre territoire grâce aux drones et à d'autres technologies avancées. Ces attaques semblent également produire un effet psychologique important sur la population russe. Alors comment la situation évolue-t-elle actuellement à l'intérieur de la Russie? Where do you see this going right now inside of Russia? Bon, lorsque ces frappes profondes ont commencé à toucher le territoire russe, leur importance n'était pas uniquement militaire. L'un des rares succès politiques de Poutine avait été de maintenir la guerre à distance de la vie quotidienne des Russes. Pour beaucoup d'entre eux, le front semblait lointain et abstrait. Mais désormais, ces frappes atteignent des villes russes et rappellent directement à la population que le pays est réellement en guerre.
Cela dit, l'impact principal reste psychologique plutôt que militaire. Ces attaques n'ont pas transformé fondamentalement le rapport de force sur le terrain, mais elles brisent l'illusion construite par le Kremlin, selon laquelle la guerre pouvait rester sans conséquences directes pour la société russe. The effects are quite devastating, Bill Putnam, on the Russian people. There's reports of 250,000 or more dead Russian soldiers. Les conséquences humaines semblent considérables. Certaines estimations évoquent plus de 250 000 soldats russes tués, ainsi qu'environ 1 million de blessés. Près de 40% du budget russe serait désormais consacré à la sécurité intérieure et à l'effort de guerre. Dans le même temps, Moscou bénéficie de la hausse des revenus pétroliers et gaziers liés aux tensions dans le détroit d'Ormuz. La situation paraît donc assez contrastée. I think one thing we should look at as we talk about sustainability and stabilization, the Russian war economy has L'économie de guerre russe a atteint une certaine stabilité, mais consacrer près de 40% des ressources nationales au conflit crée inévitablement des tensions structurelles. La Russie a dû recruter des détenus, faire appel à des combattants étrangers venus notamment d'Afrique et solliciter le soutien de la Corée du Nord. Cela révèle un véritable problème de ressources humaines. Poutine hésite à lancer une nouvelle mobilisation générale car la précédente avait provoqué une fuite massive des compétences et des cerveaux hors du pays. Le facteur psychologique est également essentiel. La hausse des prix de l'énergie aide certes la Russie, mais c'est précisément pour cette raison que l'Ukraine cible les infrastructures pétrolières russes afin de limiter les exportations énergétiques. À mesure que le conflit se prolonge, les fragilités structurelles de la Russie deviennent plus visibles et les difficultés internes du régime s'accentuent. The more it impacts Russian society, the larger problems that Putin's going to have. And Putin does have problems, but one thing that he has, Khaled, is an ability to do cyber attacks. Khaled, la Russie possède aussi d'importantes capacités cybernétiques et mène régulièrement des attaques de drones. De son côté, l'Ukraine a considérablement développé ses technologies militaires au fil des années. Parlez-nous des défis cybernétiques que ces deux pays se posent mutuellement et de la manière dont cela dépasse désormais le simple champ de bataille. Okay, well, the story with Russia and Ukraine when it comes to cyber warfare, etc., it's a long one. Everyone knows, including specialists, the capabilities of Russia when it comes to the most of the major APTs, advanced persistent. La guerre cybernétique entre la Russie et l'Ukraine est une longue histoire. Les capacités russes dans ce domaine sont bien connues, notamment à travers de nombreux groupes de pirates informatiques responsables d'attaques persistantes et sophistiquées visant les infrastructures critiques ukrainiennes depuis des années. Feed from the Ukrainians when it comes to developing this sort of capability. Although when we talk about the compression of the attack kill chain. Concernant les drones ukrainiens, nous avons observé une évolution technologique remarquable. Aujourd'hui, certains systèmes sont capables de fonctionner de manière largement autonome. En raison du brouillage électronique et de la guerre électronique, ces drones peuvent être programmés pour agir sans recevoir d'ordre direct en temps réel, en suivant les paramètres prédéfinis et en prenant eux-mêmes certaines décisions tactiques. Les capacités cybernétiques russes restent néanmoins extrêmement importantes et ne ciblent pas seulement l'Ukraine, mais également d'autres pays considérés par Moscou comme hostiles à ses intérêts. That's right, and that extends to, in some ways, assisting reportedly Ryan the Iranians. Selon certains rapports, cette coopération technologique s'étendrait également à l'Iran. Dans les deux conflits actuels, l'Iran comme l'Ukraine se battent avant tout pour leur survie. Ryan, lequel des deux camps vous semble aujourd'hui le mieux placé pour supporter cette pression dans la durée? Il faut rappeler que la capacité de l'Ukraine à poursuivre la guerre dépend essentiellement de la volonté des États-Unis et de leurs alliés de maintenir leur soutien. C'est ce qui rend ce conflit particulier. Il ne repose pas uniquement sur la détermination ukrainienne, qui a été évidente dès le début, mais aussi sur la continuité du soutien occidental. Si l'on parle strictement des capacités d'endurance, la Russie semble toutefois avoir démontré une résilience plus importante que ce que beaucoup prévoyaient initialement.
Depuis le début de la guerre, plusieurs analystes ont annoncé qu'un certain seuil de pertes ou de difficultés économiques provoquerait un rejet massif du conflit par la société russe. Or, cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Cela montre qu'il est extrêmement difficile d'identifier un point précis à partir duquel la Russie pourrait s'effondrer sous la pression. Pinpoint, as many analysts have tried, where exactly Russia might crack. Mm-hmm. So that's the ongoing war in the Ukraine and Russia. Let's move it over to the Persian Gulf, Bill Putnam, and the U.S. and Israel battling against the Iranian regime. Passons maintenant au Golfe, aux relations entre les États-Unis, Israël et le régime iranien. Donald Trump s'est récemment rendu en Chine dans l'espoir que Xi Jinping puisse influencer les dirigeants iraniens et les pousser à revenir à la table des négociations. Hoping that Mr. Xi would make some comments to his Iranian friends and bring them to the negotiation table. Xi said that the strait should be open. Xi Jinping a déclaré que le détroit devait rester ouvert et qu'il souhaitait à terme disposer d'un régime iranien avec lequel Pékin puisse continuer à coopérer. Dans quelle direction évoluent actuellement les négociations entre Washington et Téhéran? I think what we have is a mixed system. We do have traditional diplomacy. For example, we have Pakistan as a mediator. We've seen that in the past with third-party countries doing that. And then we mix that in with messages that get posted on X, Twitter, that say this is where we currently are. Nous assistons à un système hybride. La diplomatie traditionnelle existe toujours, avec notamment des médiateurs comme le Pakistan et des canaux indirects de négociation. Mais cette diplomatie se combine désormais avec une communication publique instantanée sur des plateformes comme X, où chaque partie affiche immédiatement ses positions. The different parties even have an opportunity to look through. We have statements being made that, people are looking for a deal where the other side denies. Le problème est que les informations circulent aujourd'hui à une vitesse telle qu'elles atteignent parfois les médias avant même que les différents acteurs aient eu le temps de les vérifier ou de les analyser. Nous voyons régulièrement une partie affirmer qu'un accord est proche, tandis que l'autre dément aussitôt. Cette dynamique fait-elle même partie de l'escalade stratégique? Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est la rapidité avec laquelle une erreur tactique ou un malentendu pourrait désormais provoquer une escalade incontrôlée. That it changes everything. And then what I'm concerned about is also how rapidly something can escalate if, say, there's a misunderstanding at a tactical level. We've always seen that in the past, but I think because of the way things are moving so quickly on the battlefield these days, that could be even more problematic. Mm-hmm. Bill Putnam, how does Washington maintain this escalation dominance for the long term? Bill, comment Washington peut-il préserver son avantage stratégique à long terme? Donald Trump tente essentiellement de négocier avec un régime qui semble aujourd'hui lutter pour sa survie. Mais il y a aussi un risque d'épuisement intérieur aux États-Unis, au point que les difficultés économiques et politiques deviennent plus importantes que la capacité de l'administration à poursuivre les négociations ou à contenir le programme nucléaire iranien, les missiles balistiques et les violations des droits de l'homme évoquées lors des dernières négociations sérieuses à Genève avant le déclenchement de ces hostilités. Well, Mark, that is a very broad question. And I think the thing we need to highlight is we need to take a look at a couple things. First, if we look at this C'est une question très vaste. Du point de vue de Téhéran, il s'agit clairement d'une question existentielle. Le régime lutte pour sa survie après avoir déjà traversé d'importantes crises internes et perdu plusieurs dirigeants influents. Pour les États-Unis, la situation est différente. Certes, la question nucléaire iranienne constitue une préoccupation majeure, mais l'épuisement lié à la guerre est principalement d'ordre économique. L'Iran sait parfaitement qu'il dispose d'un levier stratégique important, sa capacité à perturber l'économie mondiale et à exercer une pression économique non seulement sur les États-Unis, mais aussi sur l'ensemble des marchés internationaux. It understands that's where its strategic leverage is to apply economic pressure and pain
Même si les États-Unis dépendent aujourd'hui moins du pétrole du Moyen-Orient qu'autrefois, toute perturbation dans le détroit d'Ormuz affecte immédiatement les prix mondiaux du pétrole et donc les prix du carburant partout dans le monde. À l'approche des élections de mi-mandat, cette question deviendra politiquement centrale. Cela dit, malgré l'usure croissante, je pense que les États-Unis conservent encore la maîtrise principale de l'escalade. Who has escalation dominance, the ones who are going to decide to resume hostilities, I believe that is still in the United States' corner. And Ryan, really quickly, how quickly can this pressure from the Gulf take over the United States electorate? Ryan, rapidement, dans quelle mesure les tensions dans le Golfe peuvent-elles influencer l'électorat américain et le paysage politique intérieur? Les prix de l'essence atteignent déjà 4, 5, voire 6 dollars le gallon dans certaines régions, tandis que l'inflation dépasse 4,5%. Jusqu'où les États-Unis peuvent-ils encore supporter cette pression? La véritable question n'est peut-être pas de savoir jusqu'où les États-Unis peuvent tenir, mais plutôt jusqu'où le parti au pouvoir et ses électeurs peuvent supporter cette situation. Pour les Américains, l'économie reste la priorité absolue. Honnêtement, je suis heureux de ne pas siéger actuellement au Congrès, car la pression politique exercée sur les responsables américains est immense, notamment à cause de la hausse des prix et du coût du carburant. Les prochaines élections, en particulier celle de la Chambre des représentants, vont montrer si cet environnement économique provoquera un changement d'équilibre politique. Pressions économiques, politiques et militaires. Nous allons maintenant marquer une courte pause avant de poursuivre notre discussion. Alors, restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. L'intelligence artificielle redessine déjà les guerres, les marchés et les rapports de force politiques. L'affrontement avec l'Iran a montré à quelle vitesse le champ de bataille évolue. Aujourd'hui, l'IA permet aux armées de traiter les renseignements, d'identifier les cibles et de réagir bien plus rapidement que ne le permettaient les capacités humaines il y a encore quelques années. Le département américain de la Défense prévoit de consacrer cette année plus de 13 milliards de dollars à l'IA et aux systèmes militaires autonomes, tandis que les États rivalisent pour sécuriser les semi-conducteurs, les capacités de calcul, l'énergie et les infrastructures de données. Car la prochaine compétition mondiale ne favorisera peut-être plus uniquement les pays riches en pétrole, mais surtout ceux qui contrôlent l'énergie, la puissance de calcul et l'information. Le Maroc a pleinement conscience de cette transformation. Rabat investit massivement dans la cybersécurité, les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle, car la puissance géopolitique est désormais aussi une puissance technologique. Les guerres avancent désormais au rythme des machines et l'IA réduit progressivement la capacité de supervision humaine sur ces systèmes. Le danger ne réside donc pas seulement dans les armes intelligentes, mais aussi dans le risque d'une escalade rapide, alors même que la marge de contrôle humain se rétrécit. La plus grande bataille liée à l'IA ne concernera peut-être pas les robots eux-mêmes, mais plutôt la vitesse, la confiance et la prise de décision, ainsi que la capacité des dirigeants à garder une pensée claire lorsque la pression s'intensifie plus vite que ce que l'esprit humain peut assimiler. Alors avant de revenir à notre discussion, jetons un œil à cet article publié dans le journal The Guardian, signé par Stephen Greenhouse, qui traite de la banalisation de l'intelligence artificielle et s'intitule « Les milliardaires tentent de nous anesthésier pour nous faire accepter l'intelligence artificielle. Ne leur cédez pas. » Regardons cela de plus près. Let them. Let's take a look. Le journal britannique The Guardian a publié une tribune intitulée « Les milliardaires tentent de nous anesthésier pour nous faire accepter l'intelligence artificielle, ne leur cédez pas », signé par Stephen Greenhouse. L'auteur y explique que Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel et d'autres dirigeants de la tech cherchent à convaincre les Américains que l'intelligence artificielle entraînera des gains de productivité considérables et une prospérité économique sans précédent, au point que l'épargne retraite ou même la crainte de l'inflation pourraient devenir des préoccupations dépassées.
Le journal souligne également que certaines estimations prévoient que l'intelligence artificielle pourrait supprimer jusqu'à la moitié des emplois de début de carrière dans les secteurs administratifs et tertiaires. Par ailleurs, des responsables de grandes entreprises technologiques ont averti que l'automatisation pourrait, en peu de temps, toucher la majorité des emplois qualifiés de col blanc. Selon l'article, les inquiétudes ne concernent pas uniquement les licenciements massifs, mais aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour surveiller les travailleurs, intensifier la pression exercée sur eux et imposer des niveaux de productivité sans précédent. En réaction, plusieurs voix politiques américaines, notamment celle du sénateur Bernie Sanders et de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, réclament la mise en place de garanties et de cadres législatifs destinés à protéger les travailleurs et la société face aux effets potentiels de cette technologie. L'article évoque également plusieurs propositions majeures, parmi lesquelles l'élargissement des dispositifs de la protection sociale, la garantie d'une couverture santé universelle, ainsi que l'octroi d'indemnisation aux personnes perdant leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Enfin, The Guardian conclut que l'intelligence artificielle pourrait représenter la plus grande transformation économique et technologique de l'histoire humaine, mais elle pourrait aussi accentuer les inégalités sociales et faire émerger une nouvelle catégorie de populations marginalisées si son développement reste entièrement entre les mains des géants de la technologie. Okay, so we see where The Guardian and Mr. Greenhouse have said that billionaires are trying to bring us this. Nous venons donc de voir cet article publié par The Guardian selon lequel les milliardaires cherchent à nous présenter cette nouvelle technologie sous un jour rassurant. Khaled, considérez-vous que l'IA est désormais devenue l'un des facteurs les plus déterminants à la fois dans la guerre, l'économie et la politique? Je suis d'accord dans une certaine mesure si l'on parle du domaine militaire et de la manière dont l'intelligence artificielle façonne aujourd'hui le champ de bataille. On a récemment observé, lors de certaines opérations, l'utilisation de modèles massifs ainsi que de la plateforme Palantir Technologies intégrée aux capacités du modèle Claude développé par Anthropic, afin d'analyser donc les renseignements, identifier les cibles et accomplir d'autres tâches similaires. Cela a profondément transformé la conduite des opérations. Même ce qu'on appelle la chaîne de ciblage est en train d'évoluer. D'un côté, cela permet de réduire certaines erreurs humaines, mais de l'autre, de nouveaux types d'erreurs apparaissent et plusieurs rapports l'ont déjà montré. Par exemple, concernant l'utilisation par Israël de certains systèmes d'intelligence artificielle, notamment Gospel et Lavender, le taux d'erreur attribué à l'IA aurait atteint environ 10%, provoquant des pertes humaines. Ainsi, l'intelligence artificielle ne signifie pas forcément une amélioration absolue, ni simplement une accélération des opérations. Elle peut aussi engendrer des erreurs et des conséquences dramatiques. So let's figure that out, Khaled, and dig into that a little bit. Because if I ask a question to the AI chat bot, approfondissons cette question, Khaled. Lorsqu'on pose une question à un agent conversationnel, il arrive qu'il fournisse une réponse totalement erronée. On doit alors reformuler ou reposer la question. C'est précisément ce qui inquiète lorsqu'il s'agit de décisions critiques. Contrairement à un utilisateur humain capable de se rendre compte qu'une réponse semble absurde et d'intervenir immédiatement pour la corriger, que se passera-t-il si cela arrive au cours d'un conflit militaire ? Ce qu'on appelle les hallucinations des modèles d'intelligence artificielle demeure, malgré toutes les promesses des grands acteurs de la tech, un problème majeur à l'heure actuelle. Cette question n'a toujours pas été totalement résolue. Je pense même qu'une partie du public finira peut-être par s'habituer à leur existence et cherchera simplement à vivre avec jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée. Par ailleurs, un débat très important est en cours autour de la disparition des emplois causés par l'intelligence artificielle, et cela commence déjà à se produire dans certains secteurs, notamment à travers l'autonomisation et l'augmentation des capacités humaines. Mais un autre problème apparaît. Les entreprises réalisent progressivement que remplacer totalement les humains par l'IA coûte extrêmement complexe. So our jobs may be safe. Let's go down to the battlefield in this Iran conflict, and we see that
Nos emplois sont donc peut-être encore relativement protégés. Parlons maintenant du conflit avec l'Iran. L'IA transforme déjà le champ de bataille grâce aux capacités de renseignement, d'analyse et de ciblage. En seulement quelques mois, nous avons vu comment des systèmes de défense aérienne extrêmement coûteux sont mis en difficulté par des drones bon marché. L'IA représente donc aussi, dans de nombreux cas, un moyen moins coûteux d'accomplir certaines missions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent sur le terrain? Et y a-t-il aujourd'hui des évolutions qui vous inquiètent particulièrement? Oui, absolument. D'abord, je suis heureux d'apprendre que mon emploi est encore en sécurité. Ensuite, je pense qu'il faut souligner à quel point ce que les Iraniens ont réussi à faire avec des drones peu coûteux est impressionnant. Nous avons déjà observé cela dans la guerre russo-ukrainienne, l'essor massif des drones dans les conflits modernes. Nous assistons davantage à une évolution des affaires militaires qu'à une évolution et une révolution totale. Les drones existent depuis longtemps. Ils étaient utilisés pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, puis ils ont commencé à être armés. Mais aujourd'hui, leur emploi est beaucoup plus dense et généralisé. Autrefois, seules les grandes puissances possédaient des bombardiers stratégiques et des avions de chasse sophistiqués. Ce n'est plus forcément nécessaire aujourd'hui. Les drones permettent une guerre asymétrique et réduisent l'écart entre les puissances. Avec l'intelligence artificielle, les grandes armées traditionnelles peuvent renforcer leurs capacités grâce à l'accélération du traitement de l'information et la prise de décision. Mais en parallèle, cela accroît aussi l'instabilité et donne aux acteurs plus faibles davantage de moyens pour perturber les équilibres stratégiques. On le constate déjà au niveau tactique que la chaîne de ciblage est devenue beaucoup plus rapide. On est passé de décisions prises en plusieurs heures à des décisions prises en quelques minutes. Toutefois, il reste essentiel que les êtres humains conservent la décision finale. Ce qui m'inquiète, c'est que certains conflits évoluent désormais à la vitesse des machines, tandis que les dirigeants politiques continuent à prendre leurs décisions à une vitesse humaine. Et cet écart est extrêmement préoccupant, des guerres qui avancent à la vitesse des machines, avec des dirigeants qui raisonnent encore à la vitesse humaine. And that's a concern I have. Conflicts moving at machine speed, political leaders making decisions at human speed. Human versus machine. And Ryan Ekstrom, let's talk about somehow we all got to pay for this. So we're going into a system right now where they're moving so quickly and the Pentagon. L'être humain face à la machine. Ryan, nous entrons dans une ère où tout évolue extrêmement vite, tandis que les investissements du Pentagone dans l'intelligence artificielle et les systèmes autonomes ne cessent d'augmenter. À quel point Washington prend-elle au sérieux la place de l'IA dans les guerres à venir? Lorsque le secrétaire à la Défense se rend devant le Congrès et réclame un budget de 1 500 milliards de dollars pour le Pentagone, est-ce encore soutenable? Et quel rôle l'IA joue-t-elle dans cette vision stratégique? Cette situation n'est peut-être pas soutenable sur le long terme. Toutefois, le Pentagone et l'armée américaine accordent à cette question une importance stratégique majeure. D'autant plus que leurs rivaux poursuivent, eux aussi, des avancées significatives dans ce domaine. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de rester en retrait alors que des puissances telles que la Chine et l'Iran affichent une volonté claire d'accélérer leur développement, pendant que le débat national demeure centré sur les enjeux éthiques liés à leur utilisation. Il est donc essentiel de poursuivre les investissements et d'intensifier les efforts, et l'ampleur des ressources déjà engagées témoigne précisément du sérieux accordé à cette problématique. Let's take an investment right now. Je vais maintenant me tourner vers Shourouk Diab, qui va nous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. نعم مارك كما في الشوارع في البيوت وأيضا في المؤسسات الرسمية لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تكنولوجية. Oui, Marc. Aujourd'hui, dans les rues, dans les foyers et même au sein des institutions officielles, l'intelligence artificielle n'est plus perçue comme un simple outil technologique tourné vers l'avenir. Elle est devenue un élément décisif dans les équilibres de guerre, de politique et d'économie, ainsi qu'un nouveau terrain de rivalité entre les grandes puissances. Dans les conflits modernes, l'IA est utilisée pour analyser les images militaires, identifier des cibles, piloter des drones contre les cyberattaques et gérer les opérations de terrain avec une rapidité et une précision parfois supérieures à celles des humains.
La guerre en Ukraine, puis les récents affrontements au Moyen-Orient ont révélé l'ampleur de cette transformation. Désormais, la rapidité du traitement de l'information et la capacité à prendre des décisions en quelques secondes deviennent des facteurs décisifs dans les rapports de force. Sur le plan politique, les États-Unis et la Chine se livrent à une compétition ouverte pour dominer les technologies liées à l'intelligence artificielle, considérées comme la clé de l'influence mondiale dans les décennies à venir. Washington cherche notamment à préserver son avance technologique en limitant l'accès de Pékin aux semi-conducteurs les plus avancés, tandis que la Chine investit massivement afin de développer ses propres systèmes et réduire sa dépendance envers l'Occident. Économiquement, enfin, l'intelligence artificielle est devenue un nouveau moteur de croissance mondiale avec des prévisions annonçant des milliers de milliards de dollars supplémentaires pour l'économie mondiale dans les prochaines années. Entre promesses d'innovation et risques d'hégémonie, l'IA apparaît désormais comme une nouvelle équation capable de redessiner les équilibres mondiaux. All right, thank you so much, Shahrukh. So we see the update on where AI, energy and global competition is moving from our Bien, merci beaucoup, Shahrukh. Alors Khaled, parlons maintenant du Maroc. Quelle est l'importance stratégique des investissements marocains dans la cybersécurité, les énergies renouvelables et l'IA? Que fait concrètement le Maroc pour assurer sa durabilité et sa compétitivité? What are they doing to sustain their society as well? Je pense que le Maroc avance dans la bonne direction. Le pays semble avoir compris que celui qui possède les infrastructures nécessaires au développement de ces technologies détient en réalité une part essentielle du pouvoir stratégique. Son expansion dans les énergies renouvelables et d'autres secteurs similaires constitue donc un signal positif. Improving on that technology and advancing in it, especially in a very globalized environment where everything is becoming very Dans un environnement mondial devenu extrêmement compétitif, l'accès aux ressources, aux données, à la recherche scientifique devient essentiel. Pour la société marocaine, cela pourrait créer davantage d'opportunités pour les jeunes, car le secteur technologique a besoin de talents et de main-d'œuvre qualifiée. Cela peut aider les jeunes Marocains à intégrer le marché mondial du numérique et à participer à l'économie digitale internationale. Scenario and very valid very valid industry to help the people break into on a globalized scale. And Bill Putnam, we're seeing that renewable energy now is becoming a national security asset at the same time. Of course, China has been trying to invest in renewable energy for some time. Bill, les énergies renouvelables deviennent elles-mêmes un élément de sécurité stratégique. La Chine investit depuis longtemps dans ce domaine afin de réduire sa dépendance au pétrole et au gaz. Mais l'IA nécessite aussi d'immenses quantités d'électricité et de puissance de calcul. Alors comment les sociétés et les gouvernements tentent-ils de s'adapter à ce nouvel environnement? Tune into this kind of new world and the way that the future will hold. Well, Mark, I think a lot of people Beaucoup de personnes sous-estiment encore l'importance des énergies renouvelables dans ce contexte. Personnellement, jusqu'à récemment, je ne réalisais pas à quel point les centres de données consomment d'énergie. Des pays comme le Maroc qui avancent rapidement dans ce domaine pourraient acquérir à l'avenir une influence stratégique et bien plus importante. Car si l'on veut faire fonctionner l'intelligence artificielle, il faut d'abord résoudre la question énergétique. Il existe des solutions traditionnelles basées sur le pétrole ou les charbons. So I think as we go forward, more and more people and countries are going to come and grasp that if you want to be able to power AI, you have to ask yourself, how do we do this? Mais les énergies renouvelables apparaissent de plus en plus comme une alternative moins coûteuse et plus efficace. Je pense que cette question deviendra encore plus cruciale au cours des 10 à 20 prochaines années. So I think it is going to play a much larger role over the next 10 to 20 years. Khaled, talk to us about the AI battle when it comes to trust in societies, of combating misinformation and disinformation that comes in from so many
Khaled, parlons maintenant de la bataille autour de la confiance et de la désinformation. Durant les premiers jours de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, j'avais l'impression que la moitié des informations partagées sur les réseaux sociaux étaient complètement fausses. Il devient extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux. Aujourd'hui, quelque part, nous sommes tous, d'une certaine manière, exposés à la manipulation. Comment vérifier les informations qui nous parviennent ? What the truth is, and we're all kind of being manipulated in a way. How can we, as members of society that are trying to stay knowledgeable about these systems, figure out how to get our information? For the time being, the AI slope is a major issue. Actuellement, l'accélération fulgurante de l'intelligence artificielle constitue un véritable problème. Pour un utilisateur ordinaire, être exposé à des plateformes comme X et tenter ensuite de vérifier les informations à l'aide d'outils IA peut devenir extrêmement dangereux. Le grand public ne possède pas toujours les compétences nécessaires pour vérifier ce type de contenu. C'est pourquoi beaucoup continuent de faire confiance aux médias traditionnels et aux spécialistes. J'ai personnellement vu circuler sur plusieurs plateformes des contenus qui ont nécessité énormément de temps avant d'être identifiés comme faux ou sortis de leur contexte. L'évolution de l'intelligence artificielle continue de s'accélérer sans signe de ralentissement, tandis que certains acteurs malveillants exploitent ces outils pour manipuler les récits politiques et l'opinion publique. Slow down, double check, don't trust everything you see. Exactly. Ryan, what we saw in Beijing was this new term of Vérifiez toujours deux fois et ne croyez pas automatiquement tout ce que vous voyez. Parlons maintenant des semi-conducteurs avancés produits par NVIDIA, notamment les puces H200, considérées parmi les plus performantes au monde. La Chine n'a toujours pas réussi à les reproduire. Lorsque Donald Trump s'est rendu à Pékin, il disposait donc d'un levier stratégique important. Comment cette supériorité technologique a-t-elle été utilisée ? And now, a week or so later, how does that landscape look? Trump est arrivé à Pékin avec un atout majeur. Comme vous l'avez mentionné, il s'agit d'une technologie que la Chine ne maîtrise pas encore totalement. On a vu apparaître des plateformes chinoises d'intelligence artificielle comme DeepSeek, présentées par certains comme extrêmement performantes, voire supérieures à certains modèles occidentaux. Mais dès le départ, des interrogations ont existé sur la réalité de ces performances. En définitive, une partie des progrès réalisés par la Chine dans ce domaine repose, selon certains analystes, sur des technologies ou des propriétés intellectuelles issues des États-Unis. Préserver cette avance technologique sera donc essentiel pour maintenir l'influence américaine face à Pékin. This is an issue that China is very much interested in as well, devoting lots of money and resources into developing these AI chips. Bill, il semble que les guerres de demain dépendront de moins en moins des forces terrestres et des armes conventionnelles. Ainsi, si vous dirigez une entreprise spécialisée dans la fabrication de chars d'assaut, il vous faudra peut-être la transformer en un véritable centre d'intégration de l'IA. Expliquez-nous ce que ça implique sur le champ de bataille. Il ne s'agit plus seulement de savoir piloter un avion, mais également de disposer de personnel capable d'exploiter la puissance des supercalculateurs afin d'obtenir un avantage stratégique et opérationnel sur le terrain. So I think you're absolutely correct on a lot of that. I think there's something I want to highlight that is important, though. We saw this in 1999 with the Kosovo campaign. I was working that one. It was a 78-day conflict. And we had a lot of proponents of air power who always said, see, that's how we know we can just do air power, and air power alone. Je pense que vous avez raison sur de nombreux points, mais il faut rappeler une chose importante. Lors de la campagne du Kosovo en 1999, beaucoup estimaient que la puissance aérienne suffisait à elle seule pour remporter une guerre. Pourtant, ce que beaucoup oublient, c'est que la menace d'une intervention terrestre a joué un rôle décisif dans l'issue du conflit. Les forces terrestres resteront donc indispensables si l'on veut contrôler durablement un territoire. Cependant, nous vivons aussi une époque marquée par une sensibilité croissante aux pertes humaines. Les progrès de l'intelligence artificielle et des technologies militaires permettent désormais d'infliger davantage de dégâts tout en réduisant les risques pour celui qui utilise ces technologies. To be able to target casualties, using casualties as a pressure point.
Cette tendance devrait continuer à se renforcer. Les technologies deviennent moins coûteuses et plus accessibles, ce qui facilite leur utilisation contre les adversaires. Malgré tout, lorsqu'il s'agit d'occuper ou de contrôler un territoire, une présence humaine au sol restera toujours nécessaire. Ultimately, if you want to take an area and you want to hold that area, it's going to require some type of troop presence. It still has some troops, or in some cases, Ryan Ekstrom, robots. That was all the Ryan, autrefois, on parlait de remplacer les soldats par des robots. Aujourd'hui, le débat semble s'être déplacé vers l'IA elle-même. Où voyez-vous cette évolution nous mener dans les prochaines années? Les robots tueurs restent peut-être l'image spectaculaire qu'Hollywood aime mettre en avant, mais le véritable danger réside ailleurs, dans une dynamique d'escalade. Les événements risquent de s'accélérer tellement vite. Nous parlons désormais de processus gérés par des systèmes d'intelligence artificielle capables de traiter les informations à une vitesse qui dépasse largement les capacités humaines. C'est là que se trouve le véritable risque. And the danger lies, Khaled, to kind of bring it all home, is that we have societies and leaders that are still trying to make. Le vrai danger, Khaled, c'est que nos sociétés et nos dirigeants tentent encore de prendre des décisions rationnelles en temps réel, alors que ces systèmes génèrent une pression qui dépasse les capacités de réflexion humaine. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus lorsque vous pensez à l'avenir? Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est la rapidité fulgurante du progrès réalisé par certaines plateformes chinoises comme DeepSeek. La dernière version publiée récemment est open source, peu coûteuse et extrêmement performante comparée à des modèles comme ChatGPT ou Claude. Le problème est qu'à la fin, la plupart des utilisateurs se préoccupent peu de savoir si une entreprise est américaine ou chinoise. Ils choisiront simplement la solution la moins chère et la plus efficace. Et personne ne peut réellement prévoir les conséquences d'une telle évolution. Voilà, nous terminerons donc sur cette vision du futur. Ce que nous observons aujourd'hui de l'Ukraine à l'Iran, c'est une pression géopolitique qui évolue plus vite que la capacité des systèmes politiques à la comprendre. La Russie teste les limites de l'endurance, l'Iran teste de son côté les mécanismes de gestion de l'escalade, et la Chine, sa puissance technologique et économique, tandis que l'intelligence artificielle accélère l'ensemble de ces dynamiques. Les guerres avancent désormais à la vitesse des machines, et l'IA réduit progressivement la capacité de contrôle humain sur ces systèmes. La véritable question n'est peut-être plus de savoir qui possède l'armée la plus puissante, mais qui sera capable de prendre les bonnes décisions lorsque pression et instabilité se rencontreront simultanément. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur les différentes plateformes de Médien TV, sur les réseaux sociaux. Mes sincères remerciements à nos invités pour la pertinence de leurs analyses, le colonel Khaled Haloumi, Bill Putnam, ainsi que notre chroniqueur Ryan Ekstrom. Merci à nos correspondants Sholok Diab et Adel Dasuki à la Maison-Blanche, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de production sous la direction de l'éminent réalisateur et producteur Mohamed Saïd El-Wafi. Merci encore de votre fidélité. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Depuis Washington.